Oser diriger autrement, c'est le podcast du CJD pour les dirigeants et les dirigeantes qui veulent progresser dans un métier qu'on apprend trop souvent seul. Si vous dirigez une entreprise ou une équipe, on vous a sûrement appris les mêmes recettes qu'à tout le monde. Aller plus vite, être plus efficace, optimiser, grossir, faire plus avec moins. Bref, viser la performance. Et soyons clairs, ça a souvent marché. Mais aujourd'hui, quelque chose coince. On demande aux équipes d'encaisser toujours plus, aux entreprises de s'adapter à des crises qui arrivent de plus en plus souvent. Et à force, ça craque. Ce qui rendait l'entreprise performante hier risque de la rendre fragile demain. Alors cette saison pose une question qui pique un peu. Et si, pour mieux diriger, il fallait commencer par réapprendre et réinventer ? Réapprendre la stratégie, la coopération, le management, réinventer les tableaux de bord, le recrutement, l'innovation. Bienvenue dans cette première saison d'Oser diriger autrement. Une saison pour apprendre à construire des entreprises robustes, celles qui tiennent quand les recettes d'hier ne marchent plus. Bonjour à tous et bienvenue dans Oser diriger autrement, le podcast du CJD. Moi, c'est Rachel, je suis jeune dirigeante JD de la section de Poitiers et je dirige une entreprise de formation. Oser diriger autrement, c'est le podcast qui explore la conviction que dans un monde devenu turbulent, instable, imprévisible, les entreprises qui durent ne sont peut-être pas celles qui seront les plus optimisées, mais peut-être celles qui seront les plus robustes. Cette robustesse au CJD, on l'a traduit en 7 piliers, inspirés des travaux d'Olivier Hamon. On va remettre des marges de manœuvre, remettre de la lenteur, favoriser l'hétérogénéité, la coopération, l'autonomie, l'adaptabilité et l'expérimentation. Dans le dernier épisode, on recevait Isabelle Cussac, qui est l'autrice du livre « La robustesse des PME familiales » et Graphie, l'incroyable dirigeante de P&Y, qui est une chaîne de restaurants de burgers, autrement dit les meilleurs burgers de Paris. La question, c'était croître ou durer ? Faut-il choisir ? Je vous en dirai pas plus, je vous laisse juste découvrir l'épisode sur toutes les plateformes d'écoute. Aujourd'hui, on va explorer le pilier de l'expérimentation à travers une idée toute simple. Si on pilotait autrement nos boîtes, en comptant ce qui compte vraiment. On va donc parler d'indicateurs extra-financiers. On va creuser en fait les recoins de nos sociétés. Et pour en parler, je reçois quelqu'un que je connais depuis très longtemps. Il s'appelle Stéphane Damota. Il est fondateur et dirigeant de Enso RSE, qui est un éditeur de solutions RSE dédié à la profession comptable. On y reviendra. Et avant tout, je tiens à te saluer, Stéphane. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour Rachel. Je suis ravie de te recevoir. On va donc explorer plein de choses ensemble aujourd'hui. On va parler de pilotage de manière pas forcément classique, comme on pourrait l'entendre. Tu es dirigeant d'une entreprise. Alors, on va commencer tout de suite par la question de ce podcast qui répond au titre. C'est quoi pour toi, oser diriger autrement ? C'est une question, quand tu me l'as posée avant, et moi, j'ai compris que c'était la tagline des JD. Et c'est vrai que c'est une question sur laquelle c'est pas facile de répondre directement, parce qu'elle vient chercher plein de sentiments. Et je dis le mot sentiment parce que je pense que diriger autrement, c'est aussi peut-être intégrer une dose de... Je ne vais pas te parler de sentimental, et je veux pas, puisqu'on est là pour avoir des entreprises rentables qui alimentent les parties prenantes et qui partagent de la valeur, et donc pour bien la créer, cette valeur. Mais à un moment donné, diriger autrement, c'est parfois faire des choix qui, pour certains analystes, sont des mauvais choix, mais pour soi, c'est des bons choix, parce qu'on sait qu'on est dans sa ligne directrice et que ce choix, peut-être pas le plus judicieux sur 2 mois, 3 mois, 6 mois, sera le choix judicieux sur 24 ou 36 mois. Et c'est ça que ça m'a j'ai pensé à 2-3 faits d'armes dans la boîte où j'aurais pu me séparer de personnes, soit sur des fins d'alternance, soit sur des jobs sur lesquels l'IA est en train de secouer beaucoup notre industrie, parce que comme tu l'as dit, je suis éditeur de logiciels. Ouais. Et je pense avoir fait le bon choix d'avoir écouté autre chose que mon BFR, que le rationnel, ou que l'EBITDA, puisqu'on va parler de... Voilà, on va quand même parler d'indicateurs financiers. Voilà. Donc là, tu parles d'intuition, en fait. Peut-être d'intuition, mais cette intuition, elle n'est pas calculée. C'est une intuition qui est aussi sort du cœur, en fait, en se disant l'impact d'arrêter cette
ce jeune alternant prometteur, l'impact en interne, l'impact des équipiers qui vont voir peut-être un dirigeant qui prend une décision juste liée très court terme à ne pas embaucher parce qu'il n'a pas forcément besoin, mais et à côté de ça, comme tu as parlé de robustesse, peut-être se mettre en zone de risque en étant minimaliste en termes d'équipiers sur ces thématiques-là. Donc tout ça pris bout à bout, je pense qu'aujourd'hui diriger différemment, alors j'ai pas la bonne oser diriger autrement. Oser diriger autrement passe aussi par en portugais on dit o coração, le cœur. Ah ouais, c'est très joli. Et bien justement, on s'est rencontrés il y a quelques années, alors qu'on était tous les deux membres des DCF, les dirigeants commerciaux de France. Aujourd'hui, toi, tu es toujours membre, mais tu vas nous en parler un petit peu plus tout à l'heure. Tu étais DIRCO, d'un célèbre éditeur de logiciels également, un grand éditeur de logiciels. Moi, j'étais directrice commerciale dans un organisme de formation et je te voyais vraiment comme une figure de la performance, comme le DIRCO qui réussit tout, qui impacte, qui influence, parfois qui impressionne. Et puis, tu as quitté cette expérience pour créer Enso RSE. Est-ce que tu peux nous raconter tout ça ? Alors, ça va être... oui, j'ai fait l'essentiel de ma carrière sur des fonctions commerciales et marketing, et notamment chez un gros éditeur où j'étais directeur commercial au niveau national avec plus de 150 commerciaux. Et il y a une nouvelle matière depuis quelques années qui s'appelle les Sales Operations, où en gros, c'est comment faire plus avec moins. Et j'ai été pris par cette théorie ou cette méthode américaine où effectivement, en pressurisant, en allant plus vite, en faisant des stratégies de pricing, de tarification, assez dures avec les clients, en ayant du management de proximité avec les commerciaux, avec des forecasts, donc des projections très redemandées quasi toutes les semaines et autres. Il n'y a pas à dire, ça fonctionne. À court terme, ça fonctionne. Les chiffres d'affaires explosent, la marge s'améliore. Et tout. En revanche, les incidences de ça, à la fois des équipiers, le bien-être au travail, le bonheur au travail, l'implication personnelle, et de l'autre côté, le client. Comment le client, lui, à qui on va lui dire c'est la fin du mois, si tu signes pas le contrat à ce prix-là, on te coupe le service. Ou le 1er janvier, il se réveille, il reçoit une facture d'augmentation de 10 ou 15% de son abonnement parce que ça augmente, c'est la meilleure façon d'augmenter les EBITDA d'une entreprise, c'est d'augmenter le tarif, parce que là, c'est de la marge directe. Donc voilà, ça m'a poussé j'ai beaucoup appris. Ouais, tu l'as dit très justement, j'étais excité aussi par ça et je suis rentré totalement dans cette dynamique-là. Et j'ai voulu en sortir. Et en sortant, j'ai voulu allier mon métier de toujours, c'est-à-dire l'édition de logiciels, le marché dans lequel j'ai toujours travaillé, les experts comptables, et avoir un sujet d'impact. Et donc, c'est comme ça que Enso RSE est né, en disant je vais promouvoir la RSE auprès des TPE, PME, à travers un acteur clé de l'économie française, le médecin de famille des petites et moyennes entreprises en France, l'expert comptable. Ok, très bien. On va y revenir sur l'expert comptable. Mais du coup, là, quand je t'écoute, je me dis, j'ai compris ton changement, mais est-ce que tu as eu un déclic particulier où tu t'es dit, c'est vers la RSE que je veux aller? Ou est-ce que ça a été un chemin, une réflexion pour arriver finalement là? Qu'est-ce qui s'est passé en toi? Moi, c'est que des rencontres. La vie est faite de rencontres et j'ai rencontré quelqu'un qui m'a parlé du sujet. Je suivais aussi un expert comptable qui a été vraiment un avant-gardiste du sujet il y a un peu plus de 10 ans, qui malheureusement nous a quittés il y a un peu plus d'1 an, et qui était focus sur 2 sujets, l'IA et la RSE, qui peut paraître un peu paradoxal, et qui a énormément œuvré pour que la profession bouge. Et j'ai toujours suivi, j'ai toujours lu, et j'ai toujours été attiré par ça. Et au moment où je suis parti de ma dernière aventure, je me suis posé et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu as envie de faire avec à la fois tes assets, tes acquis? J'avais déjà fait une bêtise entrepreneuriale en 2010-2012. J'étais parti, j'ai créé une marketplace de cavistes indépendants. J'y connaissais rien en vin, j'y connaissais rien en Internet. On a réussi à faire quelque chose de pas trop mal, mais in fine,
quand on sort de son cadre de référence professionnel, c'est quand même un effort qui est surhumain. Donc là, je voulais quand même garder deux bases, l'édition de logiciels et les experts comptables. Je voulais avoir une troisième partie et qui pouvait donner plus de sens à ce que j'avais envie, puisque je voulais plus. Et c'est là où j'ai pris cette casquette en me disant on va œuvrer pour rendre et c'est nos statuts, dans nos statuts, notre mission, c'est de rendre accessible la RSE auprès des petites et moyennes entreprises. Ok, bon, on est vraiment dans le cœur de cible des membres du CJD, les dirigeants de petites et moyennes entreprises. Donc du coup, tu vas pouvoir parler à la bonne cible. On reviendra un petit peu sur ce que tu fais, ce que ton produit propose exactement, mais pour rentrer dans le vif du sujet, je voulais qu'on rentre sur ces fameux indicateurs extra-financiers, parce que c'est ça dont on a envie de parler aujourd'hui. On a envie de comprendre comment on peut piloter notre entreprise avec autre chose que le simple bilan, le simple résultat net de son entreprise. Comment est-ce que toi, tu décrirais ces indicateurs extra-financiers ? Alors, en gros, les moqueurs vont dire que le financier mesure le passé et que l'extra-financier mesure l'avenir. Ouais. Si tu prends en 2021 l'explosion des coûts énergétiques et notamment de l'électricité, où tu te rappelles, les boulangers étaient en pleurs. Exactement, ouais. L'extra-financier, lui, voit tout de suite ce sujet. Le financier, tu le vois dans ta liasse fiscale de l'année d'après. Exactement. Donc, si tu attends presque 1 an ou 6 mois pour t'alerter sur l'augmentation du prix de l'énergie et des plans B que tu dois, et des solutions de contournement, ces zones de risque que tu dois, t'es mort en fait. Donc là, la valeur de l'extra-financier, c'est de mettre en musique ce que peut apporter de la donnée qui est au départ financière. C'est de la donnée sociale, c'est de la donnée comptable, c'est de la donnée de contrôle de gestion. Et c'est une fabule. Alors, toutes ces données-là, c'est des données dites réglementaires, c'est normé. Je veux dire, le calcul de l'EBITDA, c'est pareil de Lille à Bordeaux, qu'on soit un intra-entrepreneur, enfin une entreprise solo-entrepreneur ou une boîte du CAC 40, l'EBITDA, c'est l'EBITDA. C'est toujours la même chose. Voilà. Donc, le socle de l'extra-financier, c'est le financier. Donc, il ne faut pas juste critiquer le financier. Le financier, c'est ce qui permet aussi exactement c'est aussi une autre mesure, sauf qu'elle est dans un temps qui n'est pas le temps de la décision, du choix et de la direction. Donc, l'extra-financier, c'est une sorte comme un cuisinier. Tu vas créer des indicateurs qui deviennent de plus en plus normés, mine de rien, puisque tu les vois réutilisés un peu de partout, même s'il y a des gens qui sont innovants et qui créent des indicateurs. Voilà. Mais globalement, à travers cette donnée financière et sociale, tu vas générer des données extra-financières. Et ces données extra-financières, dans le monde de la RSE, on les a beaucoup classées sur des données dites ESG. L'ESG, c'est l'outil de mesure de la RSE. Donc, c'est ce qui fait qu'on passe du financier à l'extra-financier. Et donc, si on creuse un tout petit peu dedans et que je fais le parallèle avec environnement, social, gouvernance, à travers des données sociales, on va pouvoir mesurer le churn, Emploi tes mots. Non. En plus, je déteste ça, donc je sais même pas pourquoi. Mais sur certaines thématiques, c'est tellement maintenant anglicisé que c'est difficile de faire autrement. Mais globalement, tu vas voir la partie recrutement, les départs, le nombre d'alternants, la pyramide des âges, la pyramide des salaires, tous ces indicateurs qui vont te montrer si l'entreprise, d'une part, elle partage, si elle est inclusive, si elle sait se diversifier, si, il y a plein de sujets là-dessus. Et donc là, on est sur la partie sociale. Sur la partie environnementale, c'est assez dingo. Pourquoi ? Parce que le E d'environnement, si tu peux faire un bilan carbone aujourd'hui, en fait, c'est pas un bilan carbone, c'est une empreinte carbone, 100% avec tes données monétaires. C'est donner ta comptabilité. Alors là, il faut que tu m'expliques parce que je ne vois pas. Globalement, si tu veux voir... en fait, pour un bilan carbone, ce qui dissocie une empreinte d'un bilan carbone R ou un BGES, bilan à gaz et effet de serre. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Plus tu as des flux physiques, c'est-à-dire que tu as été au plus proche de la donnée, plus la donnée est bonne.
D'accord. Moins, Ok. plus tu es large. Par exemple, si je prends dans la compta ma ligne transport, OK, je vais avoir un montant. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller prendre le tableau la table de conversion de l'ADEME Mhm. qui va convertir 1 euro d'électricité égale combien de kilos CO2. D'accord. Et donc, Ok. tu fais une table de conversion et là, je te fais une empreinte. Ok. Alors, sur l'électricité, c'est pas très grave, mais sur le transport, si tu prends l'avion, un billet d'avion à 500 euros, mais que tu as fait Paris-Brest, et si tu prends un billet d'avion pour faire Paris-New York, ta consommation en tonnes CO2, c'est pas la même. Ouais, exactement. Donc, c'est là où le flux physique arrive, puisque tu dois aller jusqu'à indiquer le nombre de kilomètres que tu as fait, la compagnie que tu as pris, etc. etc. Là, je parle juste pour le transport. Ouais. Donc, la partie environnementale, et donc après, si on vient dans une dynamique entre guillemets de responsabilité sociétale et donc de vision de l'entreprise d'amélioration, dans la partie de l'environnement, je vais voir mes coûts d'énergie Ok. et je vais voir notamment si j'ai des coûts qui explosent, est-ce qu'il n'y a pas une alerte à avoir Ouais. ou aussi, là par exemple, avec le coût de l'augmentation de l'essence, Ouais, dire moi je suis transporteur et j'ai 100% de ma flotte de véhicules qui est en thermique, là en regardant ça, je peux me dire il y a peut-être un sujet de diversification. C'est des plans qui sont pas, on ne change pas 20% de sa flotte en électrique en 2 jours. Ouais, surtout chez les transporteurs. C'est des budgets énormissimes, Ok. c'est des plans, il y a des subventions à aller chercher, etc., etc. Donc ça, c'est le E. Et le G, c'est la gouvernance. Et donc, là, c'est pareil. Je vais aller chercher des données que tu connais par cœur, la formation. Ouais, Quel est le budget formation alloué à l'entreprise? Mais pourquoi, Stéphane, tu as envie de savoir? Si j'ai des gens formés, peut-être qu'ils vont moins avoir d'accidents. Et donc, moins... Forcément, ça va être très positif pour l'entreprise d'avoir moins d'accidents. Ils vont développer leurs compétences, être plus efficaces dans quelque chose. On connaît le but de la formation. Donc, en fait, si je comprends bien, nos indicateurs extra-financiers ils vont nous permettre d'analyser le fonctionnement de notre entreprise, en fait. Ce que finalement, le bilan, juste visuellement comme ça, nous dirait pas. Là, on va aller creuser. En fait, le bilan, si tu as un bilan positif, avec tu es devenu rentable, tu es content. Tu vas avoir un banquier, et le banquier, et l'exemple de la banque est extrêmement percutant. Tu vas avoir un banquier, tu as 3 super bilans. Okay. Mais en fait, ton produit, tu as un concurrent qui est arrivé, qui est 3 fois moins cher, qui a une techno de dingue et qui va beaucoup plus vite que toi. Ton banquier, il ne verra rien du tout. Parce que, alors il peut te demander un prévisionnel en plus, etc. Et puis, ce fameux concurrent, il est en train de liquider tes équipes. C'est-à-dire qu'il fait que de recruter chez toi, et donc tu es en perte de vitesse sur cette thématique. En fait, les données financières ne prédisent rien. On voit rien là-dedans. Et à l'inverse, je suis dans une entreprise qui a plutôt en mode start-up, donc je suis pas encore rentable, j'ai des coûts d'investissement assez lourds, je dois rembourser BPI, j'ai plein de choses à faire, mais j'ai enfin mon product market fit, c'est-à-dire mon produit qui est arrivé à maturité et avec un potentiel de fou. Pour exprimer ça à ton banquier, c'est compliqué. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la majorité des banques, si je prends la Banque Populaire, si tu arrives avec des données ESG, la Banque Populaire va t'ouvrir des lignes de crédit, soit sur des prêts verts, soit sur des prêts d'autres types de prêts. Va faire aussi ce qu'on appelle des bonis, des taux bonifiés. C'est-à-dire diminuer le taux. Pourquoi? Parce qu'ils sont contents à la fois d'avoir cette donnée qu'ils n'ont pas du tout, d'extra-financière. Qui peut rassurer. Et surtout, c'est pas juste pour faire de l'analyse de data en masse. C'est parce que, on le sait presque tous, la RSE, c'est quoi? C'est de construire des modèles plus durables et avec des entreprises qui ont des assets sains et pour durer. Exactement. Et donc, l'objectif de ce bilan ESG et de ces données-là, c'est vraiment de pouvoir projeter l'entreprise sur un futur en mettant les parties prenantes, après on pourra en discuter plus loin. Mais complètement, voilà. Ouais, donc la visée, c'est la pérennité, en fait, de pouvoir montrer sa pérennité. J'avais utilisé une fois une image, mais moi qui me parle beaucoup, et je sais pas, tu me diras ce que tu en penses. En fait, quand on regarde son bilan, on est sur notre récolte.
Et quand on va sur les indicateurs extra-financiers, on va plutôt étudier notre sol, voir s'il est fertile, voir s'il a des zones de turbulence et comment il faudrait remanier ça. Et moi, cette image, elle me parle parce que je me dis, si le sol il est ultra sec, alors que là, on a fait une super récolte pour X raisons, parce qu'il y avait les bonnes conditions, mais que pour l'avenir, c'est plutôt compromis. Là, en fait, on est en train peut-être de se féliciter parce qu'on a fait une super année, mais par contre, l'avenir va être hyper compliqué. Les indicateurs extra-financiers, en fait, ça mesure ça. Si tu prends un exemple qui est le plus simple du monde, Ouais. J'ai une boîte qui est rentable, mais 90% de son chiffre d'affaires tient sur un seul client. Si tu le vois pas, ça, dans la fiscale. Exactement. Par contre, sur la data extra-financière, tu la vois. Et là, tu dis, ah ouais, donc en fait, si tu perds ton client, que devient ton entreprise? Cette zone de risque. Pareil sur les fournisseurs. Ouais. Et dans cette dynamique-là, en plus de ça, tu peux allier le nombre de fournisseurs, ta dépendance à ces fournisseurs, et aussi la zone de risque de ces mêmes fournisseurs qui sont en dehors de l'Europe, qui sont à l'autre bout du monde par rapport à... Donc tout ça, c'est ça la valeur, c'est d'essayer de comprendre à travers ces données ESG, ces données extra-financières, je vais te faire plaisir, la robustesse de l'entreprise et sur la partie sociale avec les équipes et la gouvernance, partage de la valeur, est-ce qu'il y a un dirigeant solo, est-ce qu'il y a un comité de direction, est-ce que comment les décisions sont prises, donc là on voit ce sujet plutôt S et G, et après sur la partie environnement, c'est est-ce qu'il y a des dépendances, des zones de risque, et c'est le croisement de tout ça qui permet vraiment de donner à un certain nombre d'entreprises une vision plus réaliste de l'entreprise. Ouais, ok. Donc, quand on se dit tout ça, là, on comprend tout à fait l'intérêt de le faire, et l'exemple de la dépendance à un client, ça me parle particulièrement parce que c'est quelque chose qui est une vraie question aujourd'hui dans mon actualité, mais aussi la question qui est derrière, c'est une fois que j'ai détecté ça, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? et c'est là où ça peut être hyper complexe quand on est un dirigeant ou une dirigeante, seul dans sa boîte, TPE, petite PME, de se dire, bon, ok, là, j'ai trouvé mes zones de risque, j'ai peur, qu'est-ce que je fais? Ok, alors là, on fait un saut de puce. Ouais. Parce que c'est sûr que la donnée extra-financière, elle est là pour mesurer. Ok. Et il y a plein de phrases toutes faites sur entre performance, mesure. Il faut absolument mesurer pour pouvoir diriger, etc. Ouais. Bon, ça, tout le monde connaît ces expressions. L'objectif de cette mesure extra-financière, c'est d'avoir une photo à date et de se dire, ok, je vais faire un certain nombre d'analyses grâce à ça. Des analyses assez simples. Quand on dit analyse, tout de suite on se dit ça va être compliqué. Non, sur des choses, là sur le côté monoclient, et la solution elle est assez simple. Tu prends ton téléphone, tu fais un peu plus de market. Je veux dire, tu es entrepreneur, tu vas trouver ta solution tout seul. Il y a des solutions qui sont des solutions qui sont plus complexes. Qu'on a compris. Et donc la valeur de ça, avant de rentrer dans la solution, c'est que la mesure, elle se fait tous les ans. Et tous les ans, on va pouvoir aussi mesurer cet impact de toutes les démarches dites RSE, si on le met dans cette grande famille, et de se dire, même si j'ai travaillé des thématiques où j'ai eu l'impression d'avoir dépensé beaucoup d'argent, beaucoup de temps, et ce qui peut être dans la tête de beaucoup de dirigeantes et de dirigeants, quels sont j'ai mes chiffres financiers qui vont arriver dans un an, mais j'ai aussi mes indicateurs extra-financiers qui vont voir l'impact immédiat, quasi immédiat des différentes démarches. Donc c'est après certains ont même intégré dans leur comité de pilotage des indicateurs et avec des objectifs sur ces indicateurs-là pour améliorer l'entreprise. Et voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, évidemment après il faut mettre les mains dans le cambouis et se lancer dans des différents travaux pour lancer ses plans d'action et autres. Et là, là il y a l'entrepreneur solo, il y a l'entrepreneur qui fait partie de super associations ou d'accompagnement ou autres avec des collectifs comme le CJD par exemple. Et ensuite, il y a, je parlais de deux corporations que je connais très bien, il y a les experts comptables,
Je vais t'expliquer Ok, pourquoi. ouais. Je suis Et très évidemment, il y a tout l'écosystème de consultants RSE qui aujourd'hui sont dans des situations de business un peu compliquées, curieuse. mais qui vont pouvoir accompagner ces entrepreneurs. Ok, ok. Bah, ça permet du coup de rebondir sur ton métier, qu'on comprenne un petit peu plus ce que propose Enso RSE et pourquoi, pour tout ce qui est extra-financier, même si on commence à avoir émergé une réponse, mais pourquoi s'intéresser aux experts comptables qui sont les figures des chiffres financiers. Pourquoi passer par eux pour travailler sur ces mesures-là, justement? Mais en fait, la réponse, je te l'ai déjà donnée. C'est pour ça que je Non, disais, mais, déjà donné dans l'épisode. Mais en fait, le principe est assez simple. Le fournisseur de ces données, le maître du jeu de ces données, comptable, social, c'est l'expert comptable. Exactement. 85% des entreprises de 0 à 20 salariés ont un expert comptable. Ça descend à 50 ou 60 sur les moins de 50, mais c'est énorme. Maintenant, l'expert comptable, depuis, je parlais de mon camarade qui était un leader sur cette thématique, ça fait à peu près 10 ans que l'expertise comptable travaille sur ce sujet-là, et même très très fort, puisque en 2024, bon, expert comptable, commissaire aux comptes, on va pas faire la définition ici, mais c'est des fonctions qui sont très... enfin, en général, quand tu es commissaire aux comptes, tu as 80% de chances que tu sois expert comptable. Et donc, les commissaires aux comptes sont devenus CAC vert, CAC durabilité, donc commissaires aux comptes durabilité. Donc, ils sont maintenant accrédités pour auditer les rapports de durabilité. Donc ça, c'est une vraie victoire pour la profession qui dit l'expert comptable aujourd'hui. Donc, ils ont suivi des formations. Il y a plus de 6000 commissaires aux comptes qui ont passé cette formation entre 24, 25 et 26 pour valider ce qu'on appelle la CSRD. Donc là, je pense que ça mérite peut-être une petite parenthèse. On va y venir parce que c'est hyper important d'avoir ce point réglementaire ou obligataire, je ne sais pas. Mais je voulais juste revenir parce que ma question derrière, c'était... Je me remets toujours avec ma casquette de dirigeante. Moi, ces indicateurs-là, extra-financiers, ils m'intéressent pour piloter ma boîte. Comme je disais tout à l'heure, moi, j'ai une dépendance à une ligne de produits. Mais en fait, mon premier réflexe a été de me dire, moi, toute seule, je vais aller chercher, je vais aller me définir des indicateurs, des points de comparaison d'une année à l'autre. Et puis, j'ai fait ça sur mes lignes de produits, j'ai fait ça sur le turnover, j'ai fait ça sur mes fournisseurs, qui sont mes prestataires de formation, quelle dépendance je peux avoir avec certains, etc. J'ai pas eu, tu vois, je me suis pas dit, je vais aller voir mon expert comptable parce qu'il va m'aider là-dessus. Je me suis dit, non, ça, c'est un truc qui est hyper lié à mon activité, à mon entreprise, aux personnes qui font partie de cette entreprise. Et donc, c'était plutôt dans ce sens-là de se dire, mais pourquoi j'irais voir cet expert comptable qui connaît mes chiffres, mais qui connaît pas comment je fonctionne à l'intérieur de moi. Pourquoi le produit, tu l'as pas vendu aux dirigeants plutôt et aller plutôt vers les prescripteurs qui sont les experts comptables? C'est la question la plus longue qu'on m'a jamais posée. Elle est longue, mais elle est extrêmement pertinente. tu peux le souligner. Donc, non, plus sérieusement, tu as dit beaucoup de choses, donc je vais essayer de... Donc, l'expert comptable, quand il a vraiment ce rôle de business partner, il connaît le modèle économique de son entreprise, il connaît le modèle d'affaires, il connaît les fournisseurs de son client. Maintenant, si c'est juste un expert comptable qui arrive, qui saisit ta TVA et qui repart et qui te déclare la TVA et qui fait ta liasse fiscale sans aucun conseil, c'est sûr qu'il y a zéro. Maintenant, le fait d'avoir cette donnée, qui est la donnée d'entrée, comme j'ai dit, j'ai la donnée financière, la donnée sociale et tout, c'est déjà un super starter kit. Ouais. Que beaucoup de consultants RSE n'ont pas cette fibre. Finance, data. Donc, tu vas trouver des consultants très forts en labellisation, super EcoVadis, ceinture noire, etc. Tu vas trouver des consultants très liés à la partie RH, sur la mise en mouvement de l'entreprise, sur pas mal de choses et tout. Et après, tu as quelques consultants qui ont cette démarche. Et c'est là où je vais rentrer dans un sujet où je pense qu'il y a une résonance avec le CJD. C'est aujourd'hui, la RSE, ça a pris un coup de pelle. Et aujourd'hui, la RSE, pour qu'elle soit audible
auprès des dirigeants et des dirigeantes, il faut qu'elle soit héroïste. Et là, on me dit, ce mot, il est horrible par rapport à... Mais c'est la vérité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut que... je ne sais pas si tu connais la théorie des coûts cachés. Non, vas-y, explique-nous cette qui est théorie. une théorie qui est très liée au lean management, où à chaque fois que tu agis, tu vas derrière éliminer un coût. Tout à l'heure, je te prenais l'exemple de l'accidentologie. Si grâce à de la formation interne, tu limites de temps d'accident, chaque accident évité, c'est un intérimaire que je ne vais pas aller chercher, c'est un surcoût, c'est des arrêts maladie. Donc, je peux mettre des euros quasi à chaque action. Et je vais aller changer mon prestataire de produit, je vais faire un appel d'offres parce que je vois que je suis en zone de risque ou de dépendance sur un fournisseur, etc., etc. Donc ça, c'est la théorie des coûts cachés. Donc aujourd'hui, un entrepreneur ou une entrepreneuse va aller vers une démarche RSE parce qu'il faut qu'elle soit héroïste. Qu'est-ce que ça va faire ? Là, tu as le décret climat et résilience qui arrive le 22 août. 100% des appels d'offres publics doivent avoir des données RSE. Alors, des données chiffrées, il y a un peu de narratif, mais en tout cas, ça va être fait. Là, demain, un entrepreneur qui a 20-30% de son chiffre d'affaires qui fait sur des AO publics, il va forcément y passer. Donc, et il ne faut pas qu'il s'occupe la veille de rendre son appel d'offres. Donc, voilà. Donc, il faut qu'il ait des unités de mesure. Je parlais des banquiers, financement, subvention régionale, subvention BPI. Toutes ces données ESG sont maintenant quasi obligatoires pour avoir accès à ces sujets. Sous-traitance. Parce que lié à la CSRD, le donneur d'ordre qui a besoin d'aller travailler avec un sous-traitant va demander ça. Donc, quand j'explique tous ces cas et tous ces use cases autour de la RSE, en fait, l'expert comptable, lui, ça va être le détonateur. Lui, il a une relation de proximité avec son entrepreneur et son entrepreneuse. Il va lui parler des bienfaits. Il va pouvoir tout de suite démarrer sur un bilan dit ESG avec des données extra-financières, faire un premier niveau de reco. Et après, tu as deux choix. Soit l'expert comptable a mis en place une équipe RSE, qui sont des consultants RSE, qui vont bosser, qui vont faire un plan d'action, qui vont lancer un certain nombre de démarches, etc., pour après faire un rapport de durabilité, etc. Soit il va juste passer la balle à quelqu'un à l'extérieur, mais il va quand même garder cette vision. Et pourquoi on a fait le choix de l'expert comptable, en dehors du fait que je travaille avec eux, déjà j'ai senti le mouvement. Depuis 10 ans, cette appétence de l'expert comptable sur ces thématiques. Deuxièmement, c'est que en tant que dirigeante, tu sais très bien, on a tellement de choses à faire. Faire un plan sur 6 mois, 8 mois de correction, d'analyse. Alors après, qu'il soit dans les ateliers, d'analyser la matrice de matérialité, de penser à faire des choses. OK, mais là, mettre un patron de boîte sur une labellisation AFNOR, solo, il pète. Alors, j'en étais pas aux labellisations, mais effectivement, je vois mais ce que... pour certains business, maintenant, si tu n'as pas ton label, c'est compliqué. Mais tout ça pour dire, c'est que l'expert comptable, il a à la fois un accès direct à 85% des TPE-PME. Lui, c'est une nouvelle ligne de service. Parce que en parallèle, je vous dis tout ça, les experts comptables, vous avez entendu parler de la facture électronique qui devient obligatoire au mois de septembre. Exactement. Il y a une automatisation, une intelligence artificielle, il y a un marasme qui se passe chez les experts comptables. Leur profession est en train de bouger. Exactement. Il va y avoir de fait une érosion du chiffre d'affaires comptable. Donc, ils sont obligés d'aller compenser sur d'autres lignes de service. Et la RSE fait partie une des 7 lignes de service. Donc, des gens volontaires qui connaissent l'entreprise, l'entrepreneur, le modèle d'affaires, dans une vision collaborative en travaillant avec des experts, VS, un entrepreneur tout seul qui va être face à son logiciel et qui doit lui-même animer. Et là, en fait, moi, j'y crois pas. Ouais. Donc, du coup, expert comptable. Et effectivement, au-delà de cette question, c'est les dirigeants et les dirigeantes de TPE en qui ils ont confiance et en leur expert comptable. Par contre, il faut aller toquer à leur porte peut-être pour leur dire moi je prends mon cas, on m'a pas parlé de ça. C'est un marché qui est en transformation. Et pour eux aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on considère qu'il y a à peu près un expert comptable sur 4 qui a initié une offre de service RSE. D'accord. Initié. Ok. Donc plus on va leur en parler, plus ils vont ils vont se mettre dans cette démarche et ils nous accompagneront. Exactement. Et après, là, je vais faire parler vraiment
quasi les tripes. C'est-à-dire que demain, quand je dis demain, c'est dans 5 ans, l'expert comptable, il ne te fera plus un bilan. Enfin, il va le faire, le bilan. Mais ta réunion de bilan pour analyser, ça sera plus ça. Ça sera un business Canva. Tu vois le principe du business Canva. C'est quoi mes zones business? C'est quoi mes canaux de distribution? C'est quoi ma rentabilité par produit? C'est-à-dire que la donnée financière va venir alimenter une vraie conversation stratégique sur le monde de demain de cette entreprise-là, dans son secteur d'activité, en comparant avec d'autres des concurrents, en analysant les zones de risque. Je répare des scooters, je vends des scooters, je vends des casques pour scooters. Je suis en 2023 ou en 2022. La maire de Paris décide de faire payer le parking 35 € de l'heure. Le marché du scooter s'écroule. Voilà. Et tu avais, je sais pas combien de boîtes de vélos électriques qui explosent. Sur ce marché-là, alors qu'il y avait d'autres entrepreneurs qui continuaient à miser sur le marché du scooter. Là, tu es à Paris, tu as bien vu que les scooters, il y en a plus beaucoup. Quoi. Avant, t'arrivais tout le monde, t'arrivais à l'apéro, tout le monde avait un casque de scoot et tout. Là, maintenant, tout le monde a un casque de vélo. Donc, ça montre bien. Et donc, c'est ça, cette conversation de business partner. Parce que c'est ça dont on a besoin. En fait, quand on est dans sa boîte, on a besoin de ces conversations-là. Et le dernier point, et après, je te laisserai, c'est que, et je crois que tu veux en parler après, mais avec la nouvelle réglementation, notamment de la VSME, là, l'expert comptable, il se retrouve dans sa zone de confort, avec de la data, des chiffres, c'est réglementé. Et je finirai sur un truc, c'est que quand je te donne l'exemple de la Banque Populaire avec ses indicateurs, si tu les crées toi-même entrepreneur, il ne te les prend pas. Il faut que ça soit signé par ton expert comptable. Donc, il y a une valeur de certification en plus. Donc, il a de la data, il certifie. Après, en fonction de ses compétences, il va sous-traiter ou pas un certain nombre de démarches. Mais en tout cas, lui, il est capable de faire les bilans ESG, il est capable de faire la VSME, il est capable de certifier tous ces documents. Tous ces indicateurs. Voilà. OK. Alors du coup, parce que là, tu emploies le terme VSME, on en entend de plus en plus parler. Je pense que, tout le monde en a entendu parler, mais peut-être qu'on ne sait pas exactement ce que ça veut dire. Est-ce que tu peux faire un point justement sur cet aspect plutôt réglementaire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on ne doit pas faire, peut-être, si ça existe? Enfin voilà, que tu nous éclaires sur ça. Tout à l'heure, je me disais, même, j'ai employé une expression qui n'est pas terrible. La RSE a pris un coup de pelle. Donc, les gens du secteur parlent plutôt de backlash. OK. Et donc, j'étais à une conférence cette semaine avec les dirigeants responsables, parce que je fais aussi partie de cette assoce, où il y avait Gaspard Koenig qui disait que ce backlash, c'est un signe extrêmement positif. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand ça arrive au niveau des politiques et que les politiques vont en fonction du sens du vent, c'est qu'on arrive à une phase où maintenant tout le monde est conscient. Je dis ça, c'est la canicule. Cette nuit, il a fait encore 29-30 degrés à 3h du mat à Paris. Ne pas s'en rendre compte. Là, je veux dire... Et donc là, tout le monde maintenant sait. C'est plus un truc d'écolo d'il y a 20 ans, aller s'enchaîner sur une autoroute. Non, là, en fait, tout le monde est sensible. L'impact là de la canicule, l'impact agricole, les boîtes de BTP où retard sur retard, les trains, le transport de matières premières. Enfin, je veux dire, c'est un sujet qui impacte l'économie. Je crois que celle de mai, on parlait de 0,7 points de PIB quand même sur un mois. Donc on est quand même sur des thématiques qui sont aujourd'hui. Alors c'est moyen terme, c'est pas court-termiste. Mais voilà. Donc ce backlash est arrivé en 2000, est arrivé là avec le recul de la CSRD. C'est-à-dire que avant la CSRD, les entreprises en France de plus de 500 salariés étaient obligées de faire une déclaration de performance extra-financière. Donc ça, c'était à peu près, 2000 entreprises en France, des JC Deco, des grosses structures, mais avec un travail assez incroyable de 5 ou 7 personnes full-time pour faire... c'est un truc... Oui, parce qu'elles ont les équipes, les ressources pour pouvoir le faire. C'est un boulot qui est monstrueux. Et avec des commissaires aux comptes, etc. Et donc, l'Europe a dit, on va passer de 500 à 250. OK, donc plus d'entreprises. Et donc, impact dingue. 5500 entreprises en France, 50 000 entreprises en Europe, soumises à une réglementation
assez impactantes pour mesurer la performance extra-financière de toutes ces entreprises-là. Et en plus de ça, avec ce qu'on appelle le ruissellement. C'est un autre terme dans la RSE, c'est de dire l'entreprise qui a des sous-traitants ou des fournisseurs va par ruissellement demander des indicateurs. Voilà. Et donc tout le monde commence à se questionner sur le sujet. sujet. Trump arrive, un certain nombre de syndicats et de politiques s'y mettent, et l'Europe fait machine arrière. Et c'est-à-dire qu'au lieu de 500, on passait à 250, on a fait l'effet inverse. On est remonté à 1000. Et donc, aujourd'hui, il n'y a plus que 1000 entreprises c'est ce que j'allais dire, qui ont l'obligation réglementaire de bien traiter ses salariés, de faire gaffe à ses déchets, de trucs... ça paraît complètement incohérent avec ce qu'on est en train de faire. Et ça a cassé tout un pan de l'économie RSE. Les consultants, il y a des gens qui ont levé énormément d'argent, qui ont créé des cabinets pour ça. Et en fait, le marché s'est effondré. S'il n'y a plus l'obligation, on ne va plus les chercher, ces consultants. Et donc là, l'Europe, pour compenser ça, a sorti une autre réglementation, une autre norme, qui est la VSME, qui est une norme voluntary, sustainability, middle market. Mais le mot important, c'est volontaire, en fait. Ouais, c'est volontaire. Volontaire, RSE volontaire. Voilà. Et donc ça touche n'importe quelle entreprise de 0 à 999 salariés. OK. Et donc là, pour le coup, c'est un vrai cadre réglementaire. Le bilan ESG, même le nôtre, il est avec des choses qui sont normées, mais c'est volontaire. Là, c'est réglementaire avec des cases, comme une liasse fiscale. D'accord. Sauf qu'il y a aussi du narratif. Et donc ça, c'est un produit que nous aussi, on propose pour que les experts comptables fassent la VSME. Et donc, quand tu vas remettre une VSME à ta partie prenante ou dans ton appel d'offres, là, tu es au top du top. Parce que là, soit le donneur d'ordre ou le banquier ou l'institut de financement, lui, il est... Donc, grâce à ça, donc maintenant, on va attendre, voir si ce côté volontaire va devenir plus obligatoire. Donc, c'est aussi un bon mouvement pour les entreprises de 700 ou de 800 salariés qui sont proches de la CSRD et qui se disent, ça va bientôt arriver. Donc, la VSME, ça va m'aider à mettre plus le pied à l'étrier, à plus mesurer, etc. Donc, après, c'est assez simple. C'est une grille. On revient toujours sur l'ESG. Donc, on va avoir des questions sur l'environnement, combien de watts tu dépenses, tu consommes, tes sujets sociaux, le nombre de people, la pyramide des âges, etc., plus le narratif sur c'est quoi ton entreprise, c'est quoi ta vision, c'est quoi ton approche par rapport à tes parties prenantes. Est-ce que tu as analysé ta matrice de matérialité, sachant que dans la CSRD, c'est la double matérialité. Voilà, donc la matérialité, pour ceux qui nous écoutent, c'est quoi ? C'est de voir l'impact de l'entreprise sur tes différentes parties prenantes et ton business pour mesurer les zones de risque et autres. Voilà. Donc, que des choses extrêmement intéressantes. Là encore, je remets tout le temps ma casquette de dirigeante, mais je me dis, tiens, je veux aller sur la VSME pour ma boîte. Parce que je sens que ça peut être hyper intéressant pour le pilotage de ma boîte. On fait comment concrètement ? Où est-ce qu'on trouve les informations au-delà d'aller voir son expert comptable ? Mais là, si je me dis, tiens, je veux déjà voir les indicateurs qu'il faudrait que j'étudie, on trouve ça comment ? Il y a un lab déjà au CJD, puisqu'ils testent Enso RSE. Voilà. Donc, porté notamment, il y a Sébastien qui est Il y a une expérimentation qui a été faite cette année et dont on aura les résultats. Mais on est face à une équipe de personnes engagées. Passionné. Exactement. Voilà, ça fait partie de nos questions quotidiennes, Maintenant, dire à un entrepreneur, parce qu'on lui demande sa VSME, du jour au lendemain, il faut qu'il commence à aller regarder ce qu'il y a dans la VSME en termes de normes pour comprendre comment est décomposé ces différents déchets, ou de voir, ça va être répulsif. Donc là, c'est là où il faut aller chercher des acteurs compagnons. Donc tu as des consultants RSE finance, mais l'expert comptable, déjà, il commence son dossier. Moi, par exemple, sur la VSME, comme il a connecté la compta et le social du client, tu as un certain nombre de cases qui sont déjà pré-remplies. Donc, c'est là où tu vois vraiment où l'expert comptable, il a un rôle vraiment clé sur cette thématique-là. Non, mais c'est très clair, du coup, ce rôle avec l'expert comptable et puis la nécessité d'aller dans ce domaine-là. Là, on a vu la partie réglementaire, on comprend un petit peu plus qu'il faut quand même se questionner sur le sujet.
je reste sur mon idée là des indicateurs qu'on fait maison et j'ai un petit audio à te faire écouter. Tu vas me dire ce que tu en penses parce qu'on est allé interviewer des dirigeants des JD il y a pas longtemps, la fin mai, on avait notre congrès national, on en a profité pour aller faire des micro-trottoirs et puis questionner sur les différents piliers de la robustesse. Et donc, on a parlé de ça. Et on a Clara qui nous a fait un retour intéressant. On l'écoute et puis après, tu me dis ce que tu ressens par rapport à ça. Bonjour, je suis Clara Morel, je suis la cofondatrice de Locomotive, une agence collective de conseil et de communication à Bordeaux. Et donc effectivement, nous, suite à la CEC, la Convention des entreprises pour le climat, on est passé société à mission et donc on a dû réfléchir à l'ensemble de nos objectifs statutaires et ensuite de nos enjeux opérationnels et donc de nos indicateurs. Et on a réfléchi comment sortir des indicateurs, disons, un peu classiques pour pouvoir aller plus loin. Et quelque chose que je trouve assez intéressant, c'est que désormais, donc nous, on est une agence de conseil et de communication, on accompagne des entreprises et donc au bout d'un an, on leur envoie un questionnaire qui va venir cartographier non pas les KPI, c'est-à-dire le ROI que Locomotive a réussi à faire à l'organisation, mais bien l'expérience qu'ils ont vécue et à quel point ils se sont transformés et nous avons accompagné cette transition et cette transformation. Et donc les questions sont très différentes de ce qu'on a l'habitude de voir. Et donc on a vraiment des exemples très concrets sur concrètement qu'est-ce que vous avez ressenti, comment les équipes ont vécu tout ça, et donc comment on a fait passer l'organisation d'un état A à un état B. Et ça, c'est quelque chose que je pense qu'on a envie de développer encore davantage. Alors, quelle est ta première réaction à l'écoute de Clara ? Déjà que Clara a un niveau de maturité qui ressemble pas à la majorité des dirigeants de TPE, de PME. Parce que moi, je peux te dire, on met les mains dans le cambouis en permanence. Un niveau de connaissance, on parle de société à mission. L'événement où elle était, c'est un événement où on était invité aussi de sachants. Et ce qu'il faut que donc ça, c'est le premier point, c'est top, mais attention, c'est pas le commun des mortels. Bien et sûr. Qu'aujourd'hui, moi j'ai un chiffre, mais qui sort un peu de mon expérience terrain de 4 ans, c'est que je pense qu'il y a à peu près entre 5 et 8% d'entrepreneurs et d'entrepreneuses engagés. Tu as 90%. Alors après, dans les 90, tu as plusieurs niveaux. Mais aujourd'hui, l'enjeu, c'est d'aller chercher les 90. Et pour aller chercher ces 90-là, il faut évidemment expliquer que si son indicateur de satisfaction, on pourrait par l'expérience client, mais c'est ça un peu. Mais en fait, moi, je le connecte à mon chiffre d'affaires et à l'évolution de mon chiffre d'affaires, à mon nombre de clients et au churn, à l'attrition. C'est la traduction exacte du churn, à l'attrition. Et en fait, là, j'ai plus l'impression d'avoir un indicateur opérationnel qui est là tellement sur mesure que c'est pas ni un éditeur ni l'expert comptable qui va le faire. En revanche, c'est grâce à l'indicateur ESG qui va dire warning, il y a une fuite de chiffre d'affaires, qu'est-ce qui se passe, ou au contraire, ça explose, qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est le tarif, est-ce que c'est ça me fait penser à ça. Deuxièmement, tu l'as dit très rapidement parce qu'on s'est connus au DCF, moi je porte au DCF la durabilité. Donc, je suis secrétaire général adjoint en charge de la durabilité. Et pourquoi la durabilité dans la force commerciale ? C'est aussi l'éthique dans les affaires. Et donc, l'éthique dans les affaires, c'est d'autres mesures, notamment sur un plan de commission. Est-ce que la commission, c'est la marge et le chiffre d'affaires ou c'est le nombre de clients satisfaits qui restent, qui perdurent et qui prescrivent ? Quelle est la valeur plus forte ? Mais aujourd'hui, sur un temps long, la deuxième partie est plus importante que la première. Exactement. Et je souriais là parce que c'est une vraie question. Il y a pas longtemps, en fait, pour le CJD, pour notre section à Poitiers, j'écris une newsletter et j'en ai fait une sur justement la vente et l'éthique de la vente. Et du coup, je suis allée interviewer un expert du sujet. Et moi, c'est des sujets qui me passionnent. Mais en fait, comme il me disait, c'est hyper important de se poser ces questions parce qu'en fait, c'est le dirigeant qui va donner le là de ce qui va se passer après. Est-ce que on a des critères très définis en se disant
bah nous, on veut faire... alors, il n'y a personne qui le dira comme ça, mais on veut faire du one-shot et puis voilà, on veut faire un gros chiffre d'affaires. Ou alors, on se met des règles très précises et très éthiques dans notre manière de vendre pour durer, pour écouter les ressentis, Clara a employé le mot de nos clients, les analyser ces ressentis pour en faire une stratégie pour le futur, en fait. Ouais. Et donc du coup, ça me fait penser donc à cet indicateur de Clara et de me dire, est-ce que, au-delà de la réglementation, un bon indicateur, c'est quelque chose qui va vraiment parler intrinsèquement de notre activité, qui va vraiment être lié à notre propre business et puis à notre ressenti. Pour moi, la réponse est clairement oui. Si je te prends un exemple qui est le mien, si je fais un parallèle avec Clara, aujourd'hui, si tu mesures mon nombre de clients, mon chiffre d'affaires, ok, ça va te donner une data assez intéressante. Mais aujourd'hui, la data la plus intéressante pour moi, c'est l'usage. J'ai combien de personnes sur la plateforme ? Combien d'entreprises, des experts comptables sont connectés ? Combien l'utilisent ? Combien vont au bout ? Et en fait, ce qu'on appelle, c'est un nouveau métier chez les éditeurs de logiciels, s'appelle Customer Success Manager, CSM, c'est d'accompagner dans le cycle de consommation le client pour qu'il utilise le produit le mieux possible et le plus longtemps possible et autres. Ça, c'est des indicateurs qu'on ne mesurait pas il y a 10 ans parce qu'on était juste sur le chiffre, les ventes, etc. Donc, c'est pour ça, créer ces indicateurs-là, c'est hyper positif. Ouais, ok. Je te fais écouter un autre petit audio qui est un peu différent de celui de Clara, mais qui est tout aussi intéressant. Alors là, on va écouter Mathilde. Je suis Mathilde Dury, dirigeante d'une entreprise de services numériques qui s'appelle Norcis. Et pour faire le parallèle donc, avec ce concept de robustesse, nous, on a créé le concept de perma-entreprise qui vise à s'inspirer des principes de design de la permaculture, qui est un modèle très robuste. Et quelque part, ce qui nous guide, ce sont 3 principes éthiques. Ce qui guide nos décisions, ce qui guide l'entreprise, ce sont 3 principes éthiques. Je vais les citer. Prendre soin des humains, préserver la planète et sa biodiversité, et se fixer des limites et redistribuer les richesses. Et c'est à travers ces 3 filtres éthiques que l'on va orienter la boîte, que l'on va mener des réflexions, que l'on va décliner des indicateurs qui visent à évaluer les variables d'ajustement. Ces indicateurs peuvent être remis en cause tous les 2 ans. Ce qui nous permet d'évaluer là où on veut tendre et à adapter aussi, puisqu'on sait que un modèle robuste, c'est un modèle qui s'adapte régulièrement. Je peux donner un exemple d'indicateur. Si on prend un enjeu autour de l'égalité de traitement et la diversité, la perma-entreprise se fixe une limite entre le salaire le plus bas et le salaire le plus élevé d'un multiple de 1 à 5. Alors déjà, la perma-entreprise, ça t'inspire quoi ? Ça m'inspire... Bon, déjà, quand je parle permaculture, il y a 2 choses qui me viennent à l'esprit. Il y a un JD, je crois, qui a écrit un bouquin. Voilà. Alors, juste pour la petite parenthèse, Mathilde, donc, qui est DG de la société Norcis, donc, qui a évolué aux côtés de Sylvain Brezard, qui est le père de la perma-entreprise. Sylvain est un ancien président national du CJD. Et pour la petite histoire, dans quelques jours maintenant, Mathilde prendra ses fonctions parce qu'elle a été élue avec un collègue pour devenir le nouveau binôme présidentiel tête de réseau du CJD. Okay. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est... on en parlait il n'y a pas très longtemps, et là, j'ai un bug sur le nom, c'est que j'ai fait mon séminaire avec l'équipe 25 à Pornic, et c'est tout un système de permaculture avec un hôtel, tout tourne autour de toute l'alimentation, les jardins, et donc j'ai vraiment vu ce côté parfois fouillis, mais un fouillis arrangé
pour que tout soit autogéré et que la nature se protège et fasse en sorte d'être florissante, mais en même temps avec un système. Donc, moi, je suis pas. Et les gars les jardiniers, entre guillemets, je sais pas, des ingés ou des jardiniers, c'était extraordinaire. Okay. Plus sérieusement, ce que j'aime bien dans ce témoignage-là, c'est on entend souvent parler des gens qui ont réussi, qui ont monté des boîtes et qui les transforment à la fin. Et là, on entend quelqu'un qui l'a créé avec ces nouveaux, cette nouvelle vision. Et ça fait hyper plaisir de voir des jeunes pousses. Alors, je me permets de dire jeunes pousses, ça se trouve, la boîte, ils sont 300. Mais en tout cas, moi, c'est ma perception, c'est de dire, waouh, c'est cool aussi. Parce que je veux pas être taquin, mais quand on transforme son entreprise en entreprise libérée, parce que la boîte, elle a 25 ans et qu'on est déjà millionnaire, je ne dis pas que c'est facile, mais c'est quand même moins risqué que quand on est en train de créer son entreprise et qu'aujourd'hui, même si on essaye, on est engagé, on essaie de faire en sorte de partager la valeur, de faire une entreprise saine, bienveillante et qui fait un certain nombre de choses positives. Faut quand même payer les salaires tous les mois, faut aller chercher les clients et cette complexité et ce paradoxe. Et donc quand j'entends ça, je trouve ça top. Et la complétude de ces indicateurs avec ce que nous on fait, elle est totale parce que ces 3 principes sont des principes directeurs de stratégie. Exactement. Et ensuite, grâce aux indicateurs du bilan ESG extra-financier, on va pouvoir mesurer la profitabilité, en tout cas, entre guillemets, de toutes ces démarches et surtout les comparer année par année ou voire mois par mois si on a envie de faire. Donc, pour moi, c'est un excellent exemple d'allier dans l'autre sens le business vers l'extra-fi pour aller au financier. Ok, et là, pour revenir sur cet indicateur d'équité salariale, on est sur quelque chose de... Ça, on le sort en 2 secondes. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais demander si on était dans des choses... Enfin, oui, en fait, c'est facile. Mais ça fait partie des normes. En fait, il y a un truc qui s'appelle la DSN. Oui. Données sociales, le N nomenclaturé, je ne sais plus exactement. Nomenclature, je crois. Donc, et en fait, c'est quelque chose qui est envoyé tous les mois à l'État. Et dans cette DSN, tu as tout. Tu as tout sur les salariés, la mutuelle, la prévoyance, les accidents, les âges, les typologies de contrats, etc. etc. Moi, aujourd'hui, sur mes 100 indicateurs dans le bilan ESG, on doit en avoir 40 au moins sociaux. D'accord. Et là, tu as vraiment de tout. Tu fais très rapidement les jeunes, les moins jeunes, la partie handicap, la différence de salaire, donc son coef, je ne sais plus, c'est 1,5. 1,5 sur les différents salaires. Tout ça, ça sort en immédiat. Ce qui est intéressant, c'est de poser ça dans sa stratégie d'entreprise. Et après, nous, on suit avec les indicateurs qui vont mesurer ça. Ok. Demain, on a réussi à convaincre des personnes, des dirigeants, des dirigeantes de passer, d'aller étudier leurs indicateurs extra-financiers. On leur dit de commencer par quoi exactement ? C'est quoi la bonne méthode pour commencer à aller creuser dans sa boîte ? La bonne méthode pour moi, et alors c'est la méthode qu'on a créée. Donc ça paraît être une bonne méthode. Oui, mais je veux dire, si on veut être tout de suite dans quelque chose de très factuel, c'est de prendre ces données comptables et sociales et de faire un bilan ESG pour commencer à travailler une première marche. Et c'est donc, je conseillerais d'aller voir son expert comptable. Et si son expert comptable ne sait pas répondre à ça, de revenir vers moi pour que je vous guide sur un autre expert comptable qui est incapable de le faire. D'ailleurs, on mettra toutes les informations dans les notes de l'épisode. On peut te suivre peut-être sur LinkedIn également. Oui, on peut te retrouver. Actif. Stéphane Damota. Ok. On va aller sur la fin de cet épisode, mais j'avais quand même une question, moi, qui me turlupinait. En entendant tout ça, c'est quoi la frontière vraiment entre la mesure qui permet de piloter, la mesure qui permet de communiquer, en fait. Elle est où la frontière du greenwashing, en fait ? Comment on utilise tout ça ? Alors, ce qui est terrible en ce moment, ta question, elle me fait... j'ai 30 000
trucs qui me passent par la tête. Je discutais avec une très belle boîte au sein des DCF où ils n'ont pas le droit de communiquer sur tout ce qu'ils font en matière de RSE. Donc, c'est une boîte américaine implantée en France. Ok. Très belle société avec des valeurs de dingue qui font attention à tout et qui vont vraiment sur le scope 3 aller où ils s'installent à faire en sorte que les populations locales se sentent mieux. Enfin, ils font vraiment plein de trucs. Mais les Américains disent on ne communique pas sur ces thématiques-là. Ok. Parce que greenwashing. Donc là, on a l'extrême. Mhm. Et de l'autre côté, tu as une boîte qui fait un match de foot avec un t-shirt avec en finançant une association locale de football, et on va voir ça sur LinkedIn pendant 3 semaines où les mecs ils vont courir Octobre Rose. Alors, ce qui est super, hein, Octobre Rose, c'est génialissime. Maintenant, on peut pas dire que tu as une vraie politique RSE juste parce que une fois par an, tu as été courir avec 10 collabs. C'est ça, ouais. Et donc, c'est le grand écart. Et après, c'est notre cerveau qui est capable de faire le filtre. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est un peu l'inverse. C'est, je suis expert comptable, je viens de faire le bilan ESG de mon client, et là, je vais lui montrer ses chiffres. Et en fait, je vais pas lui montrer parce qu'ils sont pas bons, les chiffres. Tu es à 0 de formation, 0 budget de formation l'année dernière. En plus, on a fait un outil qui compare aussi sur le sectoriel. Donc, en fonction de ton code APE, tu peux te dire, bon, toi, tes centres de formation, sur le partage de la valeur, le montant par taille de boîte, il est à peu près de ça. Toi, tu es en dessous, tu es au-dessus, en consommation carbone, etc., etc. Donc, ça, c'est extraordinaire parce que ça te permet, toi, de te comparer sur 3 ans et par rapport à ton écosystème et tes concurrents aussi. Ouais, ok. Et donc, donc, le point, là, c'est de dire, mais non, au contraire. Montre à ton client que le fait de ne pas avoir de PER collectif, de ne pas avoir d'actionnariat salarié, de ne pas avoir de budget de formation, d'avoir une mutuelle qui est claquée, tout ça, il faut le mettre en exergue. Oui, non, mais ouais, complètement. Et pour que derrière, justement, le plan d'action soit le plus héroïste possible, parce que d'un coup, tu vas former, tu vas attirer des talents, tu vas garder tes talents, tu vas réduire, comme je disais tout à l'heure, soit l'accident, tu vas augmenter la productivité, tu vois, il y a tellement de choses positives. Ouais, et donc, c'est cette présentation-là. Oui, voilà, ouais. Et parce que ça, en fait, pour moi, derrière cet épisode, c'était l'envie de donner envie aux entreprises d'aller se questionner sur tout ça, parce qu'une fois qu'on sait, on sait ce qui est déjà robuste dans notre entreprise, pour reprendre le mot de la robustesse. Dans le dernier épisode, Isabelle Cussac appelait ça le déjà là robuste, parce qu'on en a tous, mais des fois, on le sait pas vraiment, donc ça permet de savoir, mais c'est de connaître ces zones de turbulence, en fait, là où il y a un risque, ça, c'est pour aller vers de la pérennité, c'est juste indispensable. Donc, pour moi, la vraie chose, c'est de connaître tout ça, qu'on en parle à l'externe ou pas, ça, c'est un choix. J'aime bien quand même l'idée de pouvoir en parler pour donner l'exemple, pour donner l'envie, pour transmettre des résultats concrets. Je ne sais pas, d'ailleurs, si toi, tu as des données là-dessus d'entreprises qui seraient plus rentables après cette mise dans une démarche comme celle-ci d'aller étudier ces indicateurs extra-financiers. Il y a plein d'exemples. Hein. Ça peut être par les coûts, sur le fait de mesurer des dépendances énergétiques. Ça peut être des sujets comme ça. Ça peut être des sujets aussi d'accélération de recrutement de talents grâce à des démarches assez fortes, et le fait que l'entreprise puisse évoluer positivement parce qu'il y a ces talents qui sont arrivés. Il y a des sujets de marché. Je prends un marché comme le marché de l'événementiel. Aujourd'hui, il n'y a plus un événement où on ne mesure pas l'impact carbone de l'événement. Donc, toutes les premières boîtes qui ont été plus vite que la musique à mettre en avant leur capacité à mesurer le bilan carbone interne, externe, les différents scopes, de l'avoir intégré directement dans leur proposition de valeur. Ceux qui ont formé leurs commerciaux, c'est un peu le clin d'œil que je vais faire au DCF, puisqu'on est en train de monter un atelier hyper sympa autour de la fresque des commerciaux engagés. Et
Ok. Et donc tout ça, c'est des choses qui se mesurent, soit en augmentation de chiffre d'affaires, soit en diminution des charges, soit en zone d'évitement de risque stratégique pour la boîte, que ce soit des recrutements, des changements réglementaires qui ont été anticipés ou autres. Ok, très bien. Donc en gros, si on a envie d'aller se questionner, d'aller creuser, finalement le champ il est super large. On peut se faire accompagné par des experts qui sont les experts comptables. On peut se questionner aussi soi-même, mais le champ il est hyper vaste dans tous les indicateurs qu'on peut aller regarder. On peut s'intéresser à la réglementation aussi qui existe parce que ça peut être un bon driver. Et ça va s'accélérer. Et ça va s'accélérer, ouais, exactement. Un dernier conseil pour un dirigeant ? Il faut vraiment mettre ses lunettes business quand on regarde la RSE et arrêter de mettre les lunettes. Alors oui, on vit un moment de canicule actuellement, mais il y a le sujet planétaire, il y a plein de sujets autour du vivant, il y a plein de thématiques hyper intéressantes et sur lesquelles j'adore. Hein. Mais après, lorsqu'on est sur le sujet de la RSE, de l'entreprise, de la durabilité, de la robustesse, etc., il faut quand même avoir des lunettes dans lesquelles on pense ROI, on met en avant la durabilité de l'entreprise, la performance de l'entreprise. Le mot, c'est vrai que performance et dans le sujet de robustesse, c'est un peu paradoxal. Oui, exactement. Mais en fait, ce qui est important quand même d'être clair là-dessus, c'est que quand on parle de robustesse, on ne dit pas que la performance, elle doit plus exister. Hein. C'est pas ça. C'est que justement, il faut avoir des lunettes qui ne voient pas que la performance ou l'ultra-performance. Mettre ces lunettes qui permettent d'avoir un spectre total sur son entreprise, mais toujours avec une vision durabilité. Sauf qu'aujourd'hui, personne ne fait l'addition RSE et performance. Tout le monde voit RSE comme investissement pour la planète, pour les gens, mais sans ROI, alors que c'est tout le contraire. Normalement, et bon, à un moment donné, il faut arrêter l'épisode, mais voilà, quand vous faites une matrice de matérialité, c'est un vrai cas business stratégique. On n'est pas là en train de calculer le nombre d'années qu'il faut pour faire 1 centimètre d'humus. Hein. Là, on est dans des choses concrètes. Concrètes, ouais, ok. Même si l'humus est concret. Je te remercie Stéphane pour cet échange. J'espère que ça vous aura donné envie d'expérimenter, en tout cas d'aller creuser sur cette question des indicateurs extra-financiers pour regarder vos boîtes avec une autre paire de lunettes. Je vous dis à bientôt dans un prochain épisode. Salut Rachel. Salut Stéphane.